Alors, avec cette capsule-ci, on va commencer notre cours de mécanique. La mécanique, c'est la description et l'explication du mouvement des objets dans l'espace à travers le temps. On va commencer par un premier module qui est le module dit de cinématique, qui revient à la description du mouvement. Ensuite, on fera un second module qui est la dynamique, qui est l'explication du mouvement, ou plutôt du changement dans le mouvement, comme on le verra. Et à la fin, le dernier module sera sur des lois de conservation pour continuer nous permettre de décrire et de prédire le mouvement. Alors, à différents moments, je vais vous rappeler que tout ceci a des applications très, très concrètes. Dans ma carrière, avant d'enseigner, j'ai eu à différentes reprises à concevoir des systèmes motorisés. Les différentes équations que nous allons apprendre à manipuler et à utiliser pour la cinématique autant que pour la dynamique, je les ai testées et ça marche. Alors, on va commencer par aller regarder quelques diapos pour introduire notre sujet. Bon, peut-être que la chose ne vous sera jamais venue à l'esprit, mais il y a un lien à faire entre la physique et la philosophie. Ce lien-là, je vais vous y ramener à différentes reprises durant l'entièreté de notre cours. Et en plus, on verra qu'en plus d'avoir des applications pratiques, la philosophie a une incidence très, très profonde sur la pensée humaine, sur la réflexion philosophique. Ben, à la base de la cinématique, il y a les réflexions sur l'espace, le temps et la matière. À la base de tout ce que nous observons et expérimentons, des questions comme pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? L'espace existe-t-il s'il n'y a pas de matière? Est-ce que tout est déterminé d'avance? Ce sont des questions qui remontent à des millénaires avant nous. Pour la philosophie, l'espace, le temps et la matière sont à la base du problème de l'existence, de l'être. Euh, sur la question du mouvement, on va voir deux opinions extrêmement partagées. Celle divisée, Héraclite, qui dit on ne plonge jamais deux fois dans la même rivière. Donc, tout change constamment. Au contraire, son contemporain Parménide dit que l'être est un et immuable et rien ne bouge, tout changement est illusion. Et un de ses disciples, qu'on appelle Zénon d'Élée, va même développer un paradoxe pour montrer que le mouvement est impossible. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est le paradoxe d'Achille et de la tortue. Or, dans ce paradoxe-là, on met Achille et la tortue sur le même point de départ. Et Achille, tellement confiant qu'il va gagner la course, laisse la tortue prendre de l'avance sur la moitié de la distance à couvrir avant de partir. À ce moment-là, à chaque pas qu'il fait, il récupère la moitié du trajet déjà accompli par la tortue. Mais pendant qu'il fait son pas, la tortue avance encore. Alors, il va y avoir toujours récupérer la moitié du nouveau pas, la moitié du nouveau déplacement. Et Zénon, Zénon va conclure de tout ceci, ce sera le paradoxe de Zénon, va conclure de tout ceci que Achille ne rattrape jamais la tortue, le mouvement est impossible. Et ça a été résolu par le fait qu'une série infinie peut converger vers un résultat fini. Donc on voit qu'il y a des paradoxes profonds que les philosophes ont aimé soulever depuis le début à propos du mouvement. Platon va donner une nouvelle définition du mouvement. Il va dire que c'est tout changement, toute forme de changement. Changement de position, mais également changement de nature. Et pour lui, ça résulte d'une dégénérescence depuis des formes idéales. Pour Aristote, qui est un élève de Platon, qui est plus proche de nous du point de vue de la pensée scientifique, les objets ne bougent que pour retourner là où leur nature les appelle. On va parler de ça un peu plus tard en dynamique. Or, quelle est l'importance de l'étude du mouvement? Ben, finalement, voir si la philosophie est fondée. On sait bien que les philosophes n'ont pas de laboratoire. En physique, on en a. C'est l'expérience directe qui fait avancer la connaissance.
Répondre à des questions pratiques aussi. Dans l'Antiquité, ben, des choses comme bâtir les monuments, faire la guerre. Au Moyen Âge, l'étude du levier et de la balance ont été vraiment au début de la dynamique telle qu'on la connaît. En Renaissance et à Galilée, le projectile, le pendule, qui a été la première forme d'horloge. Avec modernité et Descartes-Newton, ben, l'étude du cosmos, les forces mécaniques et les machines. Bon, euh, j'ai dit que la, la physique, la cinématique, tout ça avait des incidences évidemment sur la philosophie. On vient de voir que dans l'Antiquité, ça a pu servir à toutes sortes de choses, faire des monuments, faire aussi la guerre. Mais il y a plusieurs autres applications dont on va parler à différents moments. Euh, de nombreuses applications ont trait à euh, la robotique, par exemple, pour faire avancer des drones ou pour la voiture autonome dont on parle actuellement, comment la faire se déplacer, accélération, changement de direction, toutes ces choses-là sont mathématisées, c'est des équations, exactement celles qu'on va voir dans ce cours-ci. Euh, D'autres applications sont celles, par exemple, en médecine, la, les microchirurgies est souvent contrôlée par des manettes. Le chirurgien va contrôler ses outils au moyen de manettes. De même façon que le bras canadien dans l'espace est contrôlé au moyen de manettes. Et comment transforme-t-on le mouvement et la pression donnée à la manette en un déplacement dans l'espace? C'est en servant des équations qu'on va développer. Dans le monde de l'automobile, quand on voit sur les lignes d'assemblage des robots aller déposer de la peinture ou aller souder à certains endroits, ces robots-là sont guidés par les équations de la cinématique qui sont exactement celles que nous allons étudier. Et à différents moments dans ce cours-ci, je vous montrerai des applications concrètes de ce que nous allons voir. Alors, je retourne au diapo. Bon, on va voir pour la description du mouvement, ça va être extrêmement important pour nous de décrire. Quand on décrit un mouvement, c'est par rapport à un système de coordonnées orienté dans l'espace, avec une direction positive, une direction négative, et on va se servir de l'application des vecteurs. Les vecteurs sont des nombres, des quantités mathématiques pour lesquelles on a besoin de deux nombres, une grandeur et une direction, qui est l'angle. Or, les vecteurs vont être décomposés, par exemple, d'un système XY avec une composante selon X plus une composante selon Y. Pour se rendre de l'origine du vecteur à son extrémité, on peut y aller sur cette ligne-ci ou y aller par deux mouvements successifs. La lettre I qui est ici et la lettre J qui est là sont ce qu'on appelle des vecteurs unitaires. Vecteur unitaire, sa caractéristique, c'est que sa longueur est 1 et son utilité, c'est de montrer la direction. Or, le vecteur A qui est ici représenté contient une longueur AX dans la direction X. Le I indique la direction positive de l'axe des X, plus une longueur AY dans la direction Y. Le J qui est ici indique la direction positive de l'axe des Y. Et si on était dans trois dimensions, comme on verra un peu plus tard, ben on rajouterait l'axe des Z avec le vecteur unitaire K. La relation entre la longueur et les composantes, ben, c'est Pythagore. Et Pythagore s'applique en trois dimensions également. On peut trouver toujours l'angle ici en faisant cet angle-ci, si vous voulez, c'est l'angle dont la tangente est égale au côté opposé à l'angle divisé par le côté adjacent à l'angle, donc AY sur AX. Les composantes elles-mêmes, la composante en X du vecteur A, c'est la projection de A sur l'axe des X, ben, c'est A cos θ, et pour Y, c'est la projection de A sur l'axe des Y, et c'est A sin θ.
Bon, comme on l'a déjà vu, les transformations pour un système, le vecteur I, R ici, est caractérisé par une longueur et un angle. Bon, on peut passer d'un mode polaire à un mode cartésien. Dans le mode polaire, on a la longueur du vecteur et son angle. Dans le mode cartésien, on a ses composantes x, y, et ce sont les moyens de passer d'un système à l'autre. Quand on va avoir affaire à des systèmes polaires, par exemple, pour un radar, par exemple, sur le mât d'un bateau, sa référence, ben, c'est sa position même et le radar va tourner dans l'espace et nous faire une carte de l'horizon, des choses que vous avez sans doute déjà vues dans des films. C'est la représentation la plus adéquate pour un système qui tourne et donne une vue d'un horizon. Je vais vous montrer un exemple d'application immédiatement. Vous allez voir que tout ceci a des applications concrètes. Ce que je vais vous montrer, c'est un système sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années en compagnie d'un de mes techniciens de l'époque. On a développé, j'ai fait la conception d'un système. Mon technicien a fait les dessins mécaniques, on s'est procuré les pièces, on a assemblé par, par informatique programmée, j'ai programmé les moteurs, vous allez voir les déplacements. Le but de cette machine-là qu'on va voir, c'est de déplacer un faisceau laser dans l'atmosphère et à chaque point, on va être capable de voir, y a-t-il des particules? S'il y a des particules, des fumées, des nuages de poussière, ces fumées-là vont nous retourner de l'information, on va les analyser et on va être capable de faire une carte 3D de la distribution de poussière dans l'espace. Alors, vous allez voir un système qui tourne sur lui-même et on va aller voir ça immédiatement. Je l'ai fait une autre fois. Alors, le système va partir. Vous allez voir à l'occasion un faisceau rouge ici. Le système scanne horizontalement, monte d'une ligne, une autre ligne d'horizon, monte un peu plus haut, une autre ligne d'horizon, monte un peu plus haut, une autre ligne horizontale, et encore une fois. OK. Alors, je l'ai fait une autre fois. Alors, donc, ce système-ci tourne autour d'un axe et la meilleure façon de décrire ces résultats, c'est avec un système de coordonnées polaires. Je vais aller vous montrer une autre application ou dans une autre vidéo du même système où on va voir le mouvement vertical du moteur pour que vous compreniez un peu mieux de quoi il s'agit. OK, alors on va voir le miroir se déplacer verticalement. Alors, les déplacements tant vertical qu'horizontal du système sont programmés au moyen des équations de la cinématique qu'on va étudier ensemble dans ce module. Je vais vous montrer une nouvelle fois ce système-là à la fin de notre module sur la dynamique pour qu'on voit à quoi sert le calcul du moment d'inertie d'un système. Alors, je vais revenir à nos diapos. Alors, on vient de voir donc une application d'un système polaire. On a donc le système cartésien et le système polaire. On verra un petit peu plus tard, je ne fais que l'introduire rapidement ici. Dans certains cas, on aura intérêt à utiliser le système polaire de façon complète et à utiliser ces deux vecteurs unitaires qui ne seront plus I pour X et J pour Y, pardon, puisqu'on sera dans un système polaire. On va utiliser plutôt ici un vecteur unitaire UR qui va nous dire la distance par rapport au centre et un vecteur unitaire Uθ pour nous indiquer la direction. Quand on va additionner des vecteurs, on peut le faire graphiquement. On prend un vecteur A,
À sa pointe, on rajoute le vecteur B. Et le résultat, c'est celui qui part de l'origine et ferme la figure, qui peut être un triangle, mais qui peut être aussi un multigone, un polygone. Le résultat, en fait, c'est la somme des composantes en X de chacun des vecteurs et des composantes en Y de chacun des vecteurs. Pour me rendre de l'origine à ici, je peux y aller directement, ou bien je peux faire ce déplacement A suivi de B, ou bien je peux faire AX suivi de AY suivi de BX suivi de BY. Je peux faire ça dans n'importe quel ordre. Juste pour voir un peu l'application, à la page 39 de votre manuscrit, on parle d'un exemple, c'est une marche en forêt. On a 3 déplacements, un déplacement D1 franc nord de 2 km, un déplacement D2 de 1,5 km à 20 degrés au sud de l'ouest, suivi d'un déplacement D3 de 1 km à 55 degrés à l'est du sud. Alors, je vais discuter cet exemple-là très rapidement, juste pour qu'on comprenne bien, c'est de la terminologie qui va revenir fréquemment chez cet auteur-là. Et dans de façon conventionnelle, l'axe des X positifs indique la direction de l'est. Par conséquent, l'ouest est dans la direction négative. L'axe des Y positifs indique la direction nord. Par conséquent, le sud est ici. Lorsque l'auteur nous dit 20 degrés au sud de l'ouest, c'est ce qu'on veut dire, il aurait également pu dire 70 degrés à l'ouest, 70 degrés à l'ouest du sud, ou quand il dit 55 degrés à l'est du sud, voici. Alors, le résultat, c'est la somme des composantes individuelles en X. Donc, on aura, pour D3, on a une composante positive. D3, c'est la composante ici, c'est celle qui est opposée à l'angle, qui fait intervenir le sinus, moins la composante en X des deux, elle est négative, d'où le moins, et sa projection sur l'axe des X, c'est le cos, donc moins des 2 cos 20. En Y, on a le D1 qui est franc nord, et les deux autres composantes sont négatives, pointe vers le bas. Ça va être moins D3 cosinus 55, côté adjacent à l'angle, moins D2 sin 20, côté opposé à l'angle. Alors, il va falloir développer pendant tout ce cours-ci une grande agilité à passer d'un système cartésien à un système polaire et à tout voir de façon vectorielle. Les axes peuvent être des longueurs, donc des mètres, des centimètres, des kilomètres, mais peuvent être des vitesses, des mètres par seconde, des kilomètres par heure, et ainsi de suite, ou des forces, comme nous verrons plus tard, ou des quantités de mouvement. Toutes les quantités qui sont vectorielles peuvent être représentées par des systèmes cartésiens ou polaires. Alors, je conclus ici cette première capsule de notre cours de mécanique.